C'est le retour de l'USDT sur Bitcoin, quoi. Voilà, exactement, le retour, parce que on se rappelle pas que c'était au départ sur Bitcoin, et toute la sécurité de Bitcoin, c'est que Bitcoin est censé te donner... on est tous censés avoir la même vision du réseau. Toutes les attaques dont il faut parler sur Bitcoin, ce sont les attaques où on va t'isoler, paierait 4 Satoshi sur Thunder Game, alors qu'actuellement il faut payer 20 balles de frais par transaction Bitcoin on-chain. Je peux vraiment le faire, c'est pas une légende. Aujourd'hui on pourrait bien trouver des attaques, il y a bien eu un bug d'inflation qui avait été découvert post-2018 je crois, ou des choses de ce type-là, et pourtant c'était pas la fin, parce que c'était trop compliqué à faire comme attaque. Il y aura les éléments qu'il faut pour pouvoir permettre aux gens d'en arriver au point de vraiment être souverains sur leurs données, leurs droits, et voilà, c'est un bel objectif je pense. Théo Pantamis, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Salut Guillaume. Franchement, comme je te disais en off, très très content de te recevoir. On est ravis d'inviter, de discuter avec des personnes qui sont vraiment expertes, vraiment des personnes qui connaissent leur sujet. Et à mon avis, dans l'écosystème Bitcoin francophone, il y a peu de gens à ton niveau, au niveau technique. Alors moi, ma mission aujourd'hui, si je l'accepte, ça va être de comprendre avec les gens qui regardent ce que tu racontes et de t'arrêter à chaque fois que ça devient un peu trop technique, un peu trop complexe, parce que voilà, c'est pas le space cake, en gros, c'est... Oui. Moi, je t'écoute quasiment toutes les semaines sur le podcast. Vous discutez pendant 2 heures et c'est vrai que vous allez loin. Vous êtes très, très pointu sur tous les sujets techniques. Je comprends pas toujours tout, mais ça permet aux gens de rester à jour sur tout ce qui se fait sur Bitcoin, les risques, les problématiques, etc., etc. Et je me suis dit, il faut qu'ils viennent sur GAC. Alors, pas forcément pour aller aussi loin dans les explications, mais en tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui peut parler de la technique et des problématiques sur Bitcoin, sur le protocole, c'est bien toi. Et c'est pas juste en lisant 2 articles de Bitcoin Magazine, quoi. Moi, j'ai tendance à souvent aller lire directement la spécification. Ok, parce que dis-nous d'où tu viens, ce que tu as fait et d'où vient cette passion pour Bitcoin, du coup. Alors, donc moi je suis ingénieur diplômé et docteur en mathématiques appliquées aujourd'hui. Donc j'ai passé mon doctorat fin de l'année dernière. Mathématiques appliquées qui ne sont pas vraiment liées au sujet de la cryptographie, c'était plutôt lié aux problématiques d'intelligence artificielle, mais bon voilà, pendant mon doctorat je me suis beaucoup intéressé à Bitcoin jusqu'à être aujourd'hui embauché chez LN Market en tant qu'ingénieur de recherche et développement. Ah bah coucou aux copains de LN Markets. Voilà, je leur fais un petit coucou, je les remercie de m'avoir pris chez eux. Et voilà, super plateforme de broker de trading qui essaie d'être le plus self-custodial possible. Basé sur le Lightning Network. Et voilà, centré sur le Lightning Network particulièrement. Donc si vous avez envie de tester la technologie, c'est une bonne occasion. LN Markets. LN Markets, voilà, .com. Et vous avez la plateforme et vous pouvez faire votre petite spéculation sur le cours du prix du Bitcoin. Donc l'objectif, c'est de réussir à faire du trade avec levier, simplement avec un wallet Bitcoin, sans login, sans ouais, alors il y aura toujours un système de login parce qu'on a besoin de savoir avec qui on fait des trades évidemment, mais par contre l'idée serait qu'à la fin des fins, à aucun moment on a l'argent de nos utilisateurs. Mais pour le moment il n'y a pas de KYC si j'ai bien compris. Il n'y a pas de KYC pour l'instant. Quand je dis login, c'est tu te connectes avec ton wallet, mais il n'y a pas nom, prénom, username, exactement, password. On se connecte avec la clé publique de son nœud Lightning ou avec son Ledger ou avec plein de choses, une authentification par clé publique. Ok. Et donc ça, c'est depuis, récemment. Hein. Le produit, il a été lancé en 2020, début 2020, premier trimestre 2020, deuxième trimestre 2020. Et là, il y a quand même commence à y avoir quand même 2-3 ans d'expérience dessus. Et puis bon, on a ajouté, au début c'était que les futures, aujourd'hui on peut faire des options. Et voilà, on a encore à cœur d'aller plus loin sur le produit. Moi, je travaille un petit peu sur les DLC dans une problématique de recherche parce que ça va dans le sens de notre plateforme. Donc DLC, très simplement. Dans les Discrete Log Contracts, c'est une façon de faire ce qu'on appelle des paiements conditionnés à un oracle, c'est-à-dire qu'une personne va signer un événement, ça peut être notamment le prix du Bitcoin par exemple, et on va pouvoir déclencher des paiements sans l'autorisation de celui qui est censé envoyer l'argent. Pour pouvoir justement être sûr de manière non custodial qu'on a bien pris une position. En l'occurrence, c'est un smart contract. C'est une sorte de smart contract, on peut voir ça comme ça. La personne qui dit qu'il n'y a pas de smart contract sur Bitcoin, c'est faux. Le DLC est une forme de smart contract. Il y a une forme de programmabilité dans Bitcoin et le DLC est une façon de l'utiliser et en plus assez discrète parce que c'est pas forcément facile de repérer un DLC sur la blockchain puisque c'est principalement finalement ce qu'on appelle du scriptless script, donc c'est-à-dire du script sans script, c'est-à-dire qu'on voit pas vraiment de script
script, mais pourtant il s'est bien passé un protocole qui réalise quelque chose. Quelqu'un qui observe la blockchain de l'extérieur, c'est une transaction ou de la donnée très classique, alors que derrière celui qui a le code de déchiffrement, si je puis dire, qui est intervenu dans le contrat, qui est une partie du contrat, peut effectivement vérifier que l'exécution. Une certaine force de confidentialité, ça aide sur plein d'aspects, quoi. Et donc, à quoi pourraient servir les DLC chez Elend Market sur Elend Market, l'intérêt est évident, c'est que lors de la prise de position, on est bien obligé de prendre le fonds, le collatéral qui est mis par l'utilisateur sur la plateforme. Et l'idée, ce serait que on n'ait pas ce collatéral à aucun moment. Donc, on peut pas vous rug pull à aucun moment. Ok, donc en fait, tu aurais un contrat, une sorte de multi-sig, si je puis dire, où en fait, tu peux jamais partir avec la caisse, quoi. Exactement, parce que on n'a pas les signatures, personne n'a signé une transaction qui permet à l'autre de partir avec. Ok. Le sujet... ça commence déjà fort, on va dire. On saute dans l'actualité et qui est brûlante en ce moment avec les ordinals, les BRC20, Stamps. La communauté est en train de débattre sur tous ces sujets. Toi, du coup, quelle est ton analyse? Qu'est-ce que tu en penses? On attaque direct. On attaque directement sur ce sujet qui est assez chaud. Donc ces choses-là sont des façons de faire en sorte que... Il y a plusieurs sujets. Des ordinals, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la théorie ordinals qui permet le transfert, une sorte de règle de transfert de propriété de quelque chose qui n'est pas vraiment un Bitcoin, mais qui est lié à un Satoshi, du coup. Donc, c'est une sorte de règle de transfert du Satoshi, mais combinée, et c'est ça qui pose plus polémique, à ce qu'on appelle l'inscription, qui est une façon d'utiliser les scripts de dépenses qui permettent de débloquer les coins dans les sorties de transactions, qui permet d'écrire de la donnée arbitraire à l'intérieur. Pour le faire très simple, on écrit normalement un programme qui, lorsqu'on le combine avec le programme qui est dans l'adresse Bitcoin, va renvoyer vrai à la fin, tout simplement. Bien là, on va artificiellement augmenter la taille de ce programme en mettant une sorte de conditions à la si, alors, sinon, et c'est juste que on va faire en sorte que la condition dans le si soit toujours fausse, ce qui fait qu'il y a toute la partie si, alors, toute la partie alors est complètement ignorée par les nœuds, et donc on peut mettre ce qu'on veut. Et ça ne sera pas traité par les nœuds. La seule chose qui sera faite, ce sera formaté de façon à ce que les nœuds comprennent à peu près ce qui se passe, mais ils ne comprendront pas le contenu. Et là, tu mets une image, une vidéo. Et au départ, c'était pour mettre une image, une vidéo, voire même des jeux, effectivement, des films, des gifs, des choses comme ça. Et puis, évidemment, l'idée est venue de se dire, mais pourquoi pas mettre directement des transactions qui ne sont pas forcément des transactions Bitcoin, mais du coup du contenu transactionnel littéralement dans les entrées lorsqu'on les dépense, les sorties. Et ça a donné le BRC20, donc on va dire ce prototype très, très rudimentaire de jetons qu'on peut créer, mint et échanger sur Bitcoin avec un système d'inscription. Et disons que moi, en tant que Bitcoiner, je ne vais pas critiquer une utilisation même originale de Bitcoin. À mon avis, ces données-là sont très légitimes au sens où elles sont transactionnelles, et Bitcoin, c'est avant tout un système qui sert à faire du transactionnel. Là où c'est plus problématique, là où c'est un petit peu plus polémique, c'est que c'est très inefficient comme façon de faire. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on se permet d'avoir un registre et qu'on l'utilise uniquement pour conserver de la donnée dans un certain ordre et valider ainsi nos transactions et éviter la double dépense, c'est une manière très inefficace de le faire, parce que Bitcoin est déjà un système qui fait une vérification de double dépense, et là on n'utilise pas cette puissance qu'a le réseau Bitcoin de permettre de vérifier la non-double dépense. Donc ça demande beaucoup de validation côté client, c'est-à-dire en dehors du consensus Bitcoin, qui peuvent être très très lourdes, ce qui fait que ça peut être très difficile déjà d'utiliser en fait son propre nœud entre guillemets BRC20. Et puis en plus de ça, et donc ça fait des grosses transactions qui vont générer beaucoup de frais, alors que les développeurs Bitcoin, ils se sont longtemps battus pour essayer de réduire au maximum la taille des transactions, faire en sorte que ce soit le moins coûteux pour les nœuds. Là,
même si c'est pas coûteux pour les nœuds, parce que ce système d'enveloppe dont j'ai parlé tout à l'heure avec où tu peux stocker des fichiers, de la data. On peut stocker de la donnée arbitraire dans un programme. Ce système permet de faire en sorte que les nœuds Bitcoin ne soient pas mis en peine par ce type de transaction, à l'inverse de Stamps, où tu as eu l'occasion également de présenter des choses sur Stamp, où effectivement là c'est plus problématique parce qu'il y a des vérifications qui sont faites alors qu'on parle de données factices. Là, ça a au moins le mérite d'être complètement ignoré par les nœuds, donc si ça t'intéresse pas, tu peux mettre ça de côté. En gros, si t'es un bitcoiner et Ordinals ne t'intéresse pas, tu peux balayer ça d'un revers de main et te dire en fait voilà. Voilà, on peut tout à fait imaginer. En fait, le seul intérêt de conserver cette donnée pour un bitcoiner pur et dur qui n'en aurait rien à faire de ces jetons-là, le seul intérêt de la conserver, c'est de pouvoir servir les autres nœuds du réseau qui ont besoin de se réinitialiser, de s'initialiser en tout cas. T'as suivi du coup il y a quelques jours apparemment il y a quelqu'un qui a émis une transaction avec 0 Satoshi. Oui. Donc apparemment il aurait décalé complètement l'Ordinals Theory. Oui. J'ai pas suivi vraiment les impacts et si vraiment ça avait tout cassé parce que comme tu l'expliquais au départ, du coup je stocke un fichier dans une partie de la transaction dans la section témoin et je vais attacher un Satoshi à ce fichier. En fait la Ordinals Theory c'est que chaque fichier lié à un Satoshi, donc au prochain, je vais en avoir un autre, ensuite, et c'est comme ça, il y a je sais pas combien d'ordinals. En fait, la bonne image pour ça, c'est de prendre les graphiques qu'on peut voir sur mempool.space. Mempool.space, il y a souvent des graphes de transactions où on voit toutes les entrées qui se réunissent et qui ressortent. Mais il faut imaginer que l'Ordinals Theory dit juste que le Satoshi d'en haut, il se recombine avec les autres et il ressort au même niveau, entre guillemets. Et donc, c'est juste pour dire, cette convention est complètement factice. Le protocole n'en a rien à faire de ces choses-là. Il ne vérifie que des quantités, il ne vérifie pas le transfert d'une pièce. Et là, en l'occurrence, c'est une manière factice de créer un transfert de pièces. Et l'Ordinals Theory, ça va être juste de dire, les Satoshi se déplacent de cette façon-là au fur et à mesure des transactions. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup avec cette transaction où là, cette fois-ci, on a mis 0 Satoshi, mais on a mis un fichier en plus. Ouais, donc, en fait, je pense qu'il y a c'est aussi la programmation, l'implémentation du protocole. Fondamentalement, le problème, c'est que le protocole va avoir envie d'accrocher l'inscription à un Satoshi, sauf qu'il n'y a pas de Satoshi en sortie. Et donc là, je n'ai pas regardé en détail le code, parce que finalement, c'est une question où il faut regarder comment le code l'a fait. C'est aussi bête que, par exemple, un tableau qui commencerait à 1 au lieu de 0. Mais du coup, le protocole va forcer, quelque part, l'indexation d'un Satoshi dans cette sortie qui a 0 Satoshi. Et après, du coup, quand le mineur va miner la transaction, ça va lui décaler le Satoshi de toutes les transactions qui suivent. Toutes les transactions qui suivent vont se dire, oui... Donc tu prends celui d'après pour celui-là, etc. Bref, il y a eu un écrantage, quoi. Okay. Et alors, c'est pas dramatique parce qu'en général, les sorties, en tout cas sur le protocole Ordinals de départ, les sorties avaient tendance à être quelque chose de l'ordre de 10 000 Satoshi, donc il faut le dégaler 10 000 fois. Donc ça reste une attaque qui peut avoir un impact à partir d'un certain moment qui est assez fort, mais pour l'instant, ça a relativement peu d'impact. Mais dans le cas des BRC20, on voit beaucoup de sorties avec 546 Satoshi, donc ça devient déjà beaucoup moins large. Et puis surtout, de toute façon, ça veut dire qu'à terme, l'implémentation de référence est viciée. Elle va forcément faire un gros problème. Donc là-dessus, il y a une piste de réflexion à avoir. Après, ces transactions de 0 Bitcoin à 0 Bitcoin n'étant ce qu'on appelle non standard, il faut forcément passer par un mineur pour les faire, sachant que il va pas être payé avec des frais de transaction. Donc voilà, ça montre une attaque potentielle. C'est bien une attaque parce qu'il faut être vraiment intentionné pour pouvoir faire une telle transaction. Mais ce serait plutôt une attaque contre le protocole Ordinal. Là, en l'occurrence, c'est clairement une attaque contre Ordinal, c'est pas contre Bitcoin. Bitcoin s'en fiche complètement puisqu'il tolère totalement ces transactions, il n'y a aucun problème. Et ça souligne bien l'aspect expérimental d'Ordinals et encore plus du coup des BRC20. Il faut quand même se rappeler qu'Ordinals, ça date de 2022, fin 2022, début 2023. C'est l'année 2023, elle a commencé très fort dans Bitcoin. On a l'impression qu'il s'est déjà passé tellement de choses. Mais effectivement, c'est très expérimental. C'était très difficile au début de commencer à lancer un wallet Ordinals parce que il y avait que le node Ordinals et il était très long à synchroniser. Et ça montre l'aspect tout expérimental et les BRC20 a fortiori, donc il faut vraiment être prudent sur ces choses-là. Mais de ce que je comprends, c'est le lapsus. De ce que je comprends, c'est que c'est extrêmement inefficient pour le moment comme solution. C'est relativement expérimental, rudimentaire dans l'implémentation. Très récent, au contraire, et assez inoffensif au final pour Bitcoin en lui-même. Ils sont en train de s'amuser dans leur coin.
si la hype passe, c'est pas la hype passe. C'est pas très problématique. Par contre, du côté des stems, par exemple, on en a fait une vidéo sur la chaîne, on va pas rentrer de nouveau dans les détails, mais c'est une implémentation un peu différente qui fait que là, c'est pas dans les données témoins et donc ça a un impact réel sur les nœuds du réseau. Ouais, en fait, Stamps utilise Counterparty. Donc Counterparty, c'est un vieux protocole, en fait, avant même les NFT, avant même les jetons sur des blockchains d'infrastructure. Qui est devenu Omni, hein, c'est ça? Alors non, c'est toujours deux choses différentes. Okay. Omni était juste un protocole concurrent, on va dire. C'est Mastercoin qui est devenu Omni. C'est Mastercoin qui est devenu Omni, tout à fait. D'ailleurs, Omni, aujourd'hui, il supporte même le Lightning Network. Mais bon, voilà, il n'a pas l'impact, il n'a pas un fort impact pour le moment. Mais voilà, Counterparty, Counterparty, un vieux protocole qui a notamment été au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu la guerre des op return, parce que ils souhaitaient avoir plus, ils ont besoin d'ancrer des données transactionnelles dans la chaîne, sauf qu'ils n'ont pas de place pour le faire. Et donc ils utilisaient des op return, sauf que il y a eu toute une bataille sur la taille des op return et notamment de censurer, de rendre non standard en fait. Op return qui était du coup un champ dans le bloc où tu pouvais mettre un commentaire. C'est une sortie de transaction qu'on déclare indépensable et du coup on va pouvoir mettre de la donnée arbitraire dans l'adresse entre guillemets qui n'en est pas une puisqu'elle est indépensable. Et donc Counterparty utilisait, dans le cas où vous avez besoin de plus de place, ce qu'on appelle des BR multisig, donc les pay to MS, où on va mettre 3 clés publiques, puis on va dire moi c'est une adresse où il faut dépenser une des 3 clés publiques, sauf que à la place de cacher ça derrière un hash comme on le fait dans les pay to script hash qui sont toutes les adresses qui commencent par un 3 ou qui sont des adresses SegWit assez longues, eh bien à la place on va l'écrire directement pour débloquer ces coins, il faut exactement faire ça, on va l'écrire directement dans l'adresse, on ne va pas le révéler au moment de la dépense, on va l'écrire directement dès qu'on... Alors que les autres formats de multisig, tu vois pas que c'est un multisig et tu sais pas que c'est un 3 sur 5, un 4 sur 5, un 4 sur 7. Tant qu'il n'a pas été dépensé, exactement. Et ça, en fait, l'utilité de ça au départ, c'était de pouvoir facilement scanner des QR codes pour que n'importe qui puisse envoyer de l'argent à quelqu'un qui aurait un script étrange pour recevoir les bitcoins. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Counterparty des pay to multisig, on utilise 2 clés publiques sur les 3 pour mettre de la donnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire, une clé publique, c'est 32 bits, et donc du coup, on va utiliser les 31 premiers, en gros, je dis en gros, pour écrire de la donnée. Et puis le dernier, on va le fixer de façon à ce qu'on obtienne une clé publique valide. Et voilà, on va utiliser ça comme donnée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand les nœuds Bitcoin vont voir passer une telle transaction, ils vont formater, on dit parser, donc ils vont récupérer le format de sortie, reconnaître que c'est un multisig qui n'a besoin que d'une clé publique qui signe sur les 3. Et il ne sait pas que les 2 premières clés publiques, en fait, n'ont pas été déduites d'une clé privée. Ouais. Donc, en fait, personne ne peut connaître la clé privée de ces 2 clés publiques. Il ne le sait pas et il l'intègre comme une sortie de transaction normale. Dans le cas de Stamps, aujourd'hui, je crois qu'ils utilisent encore 2 clés publiques sur 3 pour inscrire de la donnée, mais il est tout à fait possible qu'ils utilisent les 3 si vraiment ils voulaient que ce soit non prunable, y compris par la personne qui a créé le Stamps. Et du coup, après, il faut simplement définir comment on fusionne les données qui sont contenues dans chaque clé publique, dans chaque sortie de transaction, et ça donne ce... Et là, ça devient problématique. Voilà. Est-ce que selon toi, il y a vraiment un risque que cette solution se propage ? Je pense pas, parce qu'elle va coûter très cher. Et après, si je pense qu'on a le temps de voir venir le problème s'il y en avait un, c'est-à-dire qu'on a des idées de solutions pour faire en sorte, par exemple, voilà, donc on a Utrixo qui permettrait d'éviter le problème de sauvegarder toutes ces sorties de transactions qui n'ont pas été dépensées, qu'on ne sait pas qu'elles sont non dépensables, là où l'op return permet de dire c'est non dépensable, donc on ne sauvegarde pas. Et bon, on peut pas empêcher les gens de faire ça, on peut que dire aux gens c'est une manière très inefficace de le faire, préférer ne pas l'utiliser parce que c'est quand même assez coûteux pour les nœuds. Voilà, après, on va pas censurer ces choses-là parce qu'il existe des gens qui utilisent encore les bear multisig en production normalement. C'est là où j'aimerais t'amener du coup dans la prolongation de cette discussion BRC20, Ordinal, Stems, sur vraiment le côté attaque contre Bitcoin, et c'est extrêmement compliqué, et quand on voit toutes les discussions qu'il y a sur Twitter. Qu'est-ce qu'une attaque sur Bitcoin ? Qu'est-ce qu'un hack finalement ? Parce qu'un hack en informatique, c'est juste faire au programme quelque chose pour lequel il n'avait pas forcément été conçu pour. C'est jamais
on va jamais fracasser la porte d'un protocole. Enfin, tu vois, c'est jamais entré par effraction. C'est dans le sens où quelqu'un trouve un moyen, trouve une faille de rentrer et de faire au protocole quelque chose, code is law, qui n'était pas forcément planifié, exactement. En l'occurrence, là, on pourrait dire que les ordinals, stems et éventuellement d'autres idées, c'est à chaque fois un hack de Bitcoin parce que la création d'origine n'était pas forcément conçue pour ça. Mais en l'occurrence, toutes les innovations technologiques, ou la plupart, ont été réinterprétées ou réutilisées pour d'autres applications éventuellement auxquelles les inventeurs n'avaient pas pensé à l'origine. Donc toi, avec ton côté technique, où est-ce que tu mets cette ligne du hack, de l'attaque? Genre là, il faut faire quelque chose. Genre un Luc Dasher, par exemple, qui dit il faut absolument patcher le problème des ordinals parce que c'est un bug, en fait. Et tu vois et là, j'ai du mal à me positionner là-dessus. Alors moi, je dirais que dans la culture informatique, quand on parle de hack, en fait, on parle bien d'utilisation un peu originale et non conventionnelle d'un protocole ou du matériel informatique. Mais pour moi, ça ne définit pas. C'est pas ça qui définit une attaque. Je peux parler de quelque chose comme d'un hack sans que ce soit une attaque. D'une certaine façon, je pourrais dire que Luc Dagier, qui est le même qui aujourd'hui nous parle de bugs sur les inscriptions ordinals, c'est lui qui a eu l'idée centrale qui a permis à SegWit d'être une soft fork. Est-ce qu'on peut dire que c'est un hack? Moi, je pense que oui, c'est une sorte de hack. C'est pas du tout ce qui était planifié au départ, mais c'est une bonne surprise. C'était une très bonne nouvelle. C'est très subjectif au final. En fait, pour moi, c'est pas le terme hack, c'est vraiment le terme attaque. Et pour moi, dans l'attaque, il y a la question de l'intention. Et en fait, quand je parle de ce hack qui a permis la soft fork SegWit, c'était avec une bonne intention. Quand je parle par exemple de... Donc c'est une trouvaille. C'est une trouvaille, voilà, on peut voir ça comme ça. Et alors que quand on va parler des inscriptions, je vais pas appeler ça une attaque parce que en fait, cette enveloppe de programmation qui permet de faire ignorer au nœud le contenu de l'inscription permet d'alléger les nœuds. Donc ça part avec une bonne intention. Donc je vais dire que c'est une sorte de trouvaille aussi, même si je n'approuve pas forcément l'utilisation. Maintenant, je vais pas l'en empêcher. Là où Stamps, c'est volontairement vendu comme quelque chose de non prunable, les nœuds vont être obligés de le retenir et je veux que ce soit le cas. Et donc là, il y a une question d'intention qui est un peu plus compliquée, au sens où on pourrait se dire c'est pas une bonne chose de faire ça, mais il faut le savoir que c'est pas une bonne chose, que c'est une forme de... ça dégrade le réseau. C'est néfaste pour Bitcoin. Ouais. Et il faut le savoir, et le problème, c'est qu'une personne qui l'utilise ne le sait pas forcément. On lui a vendu des caractéristiques qui, en fait, endommagent le réseau, mais elle ne s'en rend pas compte. Mais on peut parler d'une sorte d'attaque sociale, peut-être, au sens où il y a quand même une question d'intentionnalité, parce que c'est très inefficace. Comme façon de faire, c'est encore plus inefficace que les inscriptions ordinals. Il y avait la volonté d'avoir quand même des caractéristiques particulières. In fine, ça marche, ça fait ce que ça veut. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ce serait très dur de pruner, de retirer ces données-là des nœuds Bitcoin, de tous les nœuds Bitcoin. Mais c'est pas positif, donc on peut pas. Enfin, les stamps, je suis un peu plus tenté de dire que si on devait parler d'attaque, là, ça commence à être sérieux. La première fois que j'ai vu Ordinals, je me rappelle, c'était après un Space Cake. J'ai Lounès qui m'envoie un message en me disant regarde ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je regarde et je me dis oh là là, c'est catastrophique tout ça. Et après, je vais voir le site, je vois comment sont faites les inscriptions et je me dis ah, ça va, les nœuds valident pas ces données-là, donc c'est déjà beaucoup plus light, c'est plutôt même intelligent. Après, j'approuve pas, mais j'aime pas trop cette manière d'utiliser Bitcoin. Il y a des manières plus efficaces de le faire, mais ça marche. Si l'objectif c'était je veux mettre de la donnée dans la chaîne, je veux faire en sorte que les nœuds qui peuvent se le permettre la retiennent pour moi, ça fait parfaitement le travail et ça part pas forcément d'une bonne intention, d'une mauvaise intention, puisqu'il y a des éléments techniques qui ont été ajoutés pour éviter de forcer la main à tout le monde. Donc pour moi, c'est pas une attaque, c'est un hack, comme on ferait un hackathon par exemple, des choses de ce type-là, mais c'est pas une attaque, parce que j'estime que c'est une belle trouvaille. Cependant, voilà, ça a débouché sur les personnes qui ont voulu faire Stamps en se disant moi aussi je veux mettre de la donnée dans la chaîne après tout, puisqu'en ce moment c'est la mode. Il n'y a aucun rapport, c'est-à-dire que c'est la même finalité, c'est le même objectif, mais les implémentations techniques sont complètement différentes. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Ordinals, au départ, l'inscription et la Ordinals théorie était faite pour aller ensemble. Il y avait quelque chose de très sain,
qui se mélangent bien, c'est une sorte de puzzle de 2 pièces qui s'assemblent très très bien, qui ont été faites presque pour s'assembler. Là où Stamps, c'est Counterparty, où on ajoute Stamps au début, globalement. Bon, après, j'ai pas tous les détails techniques, j'exagère sûrement un petit peu, mais vraiment, c'est pas sorcier, quoi. Il y a pas eu un gros effort de réflexion sur le protocole et notamment sur l'impact pour les nœuds, ça, c'est clair que non. Sur Ordinals, si je me trompe pas, il y avait besoin de Segwit, il y avait besoin de Taproot pour implémenter Ordinals, donc jusqu'à il y a quelques mois, enfin années là maintenant, on pouvait pas implémenter Ordinals et les inscriptions. Sur côté Stems, c'est quelque chose qui aurait pu être implémenté depuis toujours, si je puis dire, quasiment. Ouais, Stems, puisque ça utilise Counterparty, ce n'est que Counterparty qui date de même avant 2014. Renouvelé quoi. Donc c'est juste remis à la mode avec une présentation un peu marketing peut-être différente. Là où Ordinals, alors c'est là, je ne veux pas trop rentrer dans le technique, mais dans le cas d'Ordinals, Taproot n'était pas absolument nécessaire. L'Ordinals théorie, elle peut se faire sans Taproot. La seule chose où Taproot paraît important, c'est dans le cas de l'inscription, puisque avant Taproot, on limitait la taille des scripts qu'on pouvait mettre en des scripts de dépenses, donc des programmes de dépenses. On limitait la taille, donc même si on mettait de la donnée arbitraire dedans, la taille était limitée. Mais elle était quand même assez grande, donc il y a quand même beaucoup de choses, dont les BRC20, qu'on aurait pu faire aujourd'hui avec Segwit en 2017. Il n'y a aucun problème. Par contre, le faire avec avant Segwit, là, ça paraît, je pense que c'est pas possible. Donc, comme on a dit, Ordinals, BRC20, relativement inefficient mais peu dangereux. Stems, inefficient mais en plus dangereux. Mais disons que je ne veux pas inciter les gens à l'utiliser, voire même le contraire. Parce que Mais en tout cas, très expérimental. Enfin, les deux technologies sont au stade expérimental et puis encore relativement instables. Du coup, ça nous amène à une question, comment on pourrait mieux le faire ? Qu'est-ce qui est en cours aujourd'hui sur Bitcoin, surtout par exemple RGB, Taro ? Exactement. Est-ce que toi tu suis les sujets ? Est-ce que ça t'intéresse ? Oui, c'est un sujet que je suis énormément, RGB principalement, parce que Alors si tu es quelqu'un qui est capable d'expliquer aux gens ce qu'est RGB, à moi le premier, et de bien le tourner, parce que c'est du chinois. C'est extrêmement compliqué, je comprends, et c'est vraiment pas facile de présenter. Après, j'ai essayé, j'ai déjà proposé des explications, et j'en ai parlé avec des gens qui comprenaient aussi le protocole à peu près, mais je suis pas complètement faux normalement. Donc RGB, c'est une sorte c'est, on va dire, le smart contract, la programmabilité à une échelle supérieure en utilisant Bitcoin, qui s'appuie sur Bitcoin. Mais il faut voir ça comme une sorte de paradigme de calcul qui vit dans son propre monde, et c'est juste qu'il a besoin de Bitcoin de temps en temps pour faire ses opérations. Et ça s'appuie globalement sur 2 piliers, ce qu'on appelle le sceau cryptographique à usage unique et la validation côté client. Donc, je vais commencer par la validation côté client parce que ça enchaîne très très bien avec le sujet des BRC, d'Ordinals, etc. Ce qu'on appelle la validation côté client, c'est le fait que j'ai une donnée et je vais la vérifier uniquement moi. Je ne vais pas demander à tout un réseau de vérifier que la transaction que je fais, elle est valide. Je peux le vérifier pour moi-même. La seule chose que je vais faire, c'est que quand je vais envoyer mes jetons ou envoyer des objets du contrat que je suis en train de manipuler, il faut que les personnes qui vont devenir propriétaires de ce que j'envoie puissent vérifier elles aussi. Et donc je vais devoir leur envoyer toutes les données historiques dont j'ai eu connaissance et dont j'ai eu besoin pour faire cette validation, afin qu'elles aussi puissent valider tout l'historique de transaction jusqu'à l'origine. Mais c'est une validation qui vient de l'extérieur ou c'est une validation que tu es en train de faire toi ? Tu l'as fait toi-même. C'est vraiment que le propriétaire et celui qui reçoit les objets du contrat, on va dire, les droits numériques, pour le dire bien, qui va vérifier que ces droits ont été transférés toujours de façon valide. Ok. Et le deuxième pilier, et donc en fait, c'est ce qui se passe dans les BRC20. Dans les BRC20, les nœuds Bitcoin ne comprennent pas ce qui est écrit dans l'inscription. En revanche, un indexeur, donc un programme qui lit toute la blockchain pour chercher les éléments qui l'y intéressent, quand il va tomber sur une inscription et qu'il voit que ça correspond au protocole BRC20, il va pouvoir lire la chose et il va avoir son propre environnement d'exécution. Donc ça peut être n'importe quoi. Là, en l'occurrence, dans le cas de BRC20, c'est très très rudimentaire parce qu'il n'y a que 3 fonctions, mais on pourrait tout à fait mettre une VM.
littéralement une EVM, et il lit une transaction entre guillemets Ethereum, mais en fait qui est interprétable par l'EVM, et puis l'EVM vérifie que ça correspond à quelque chose de valide en termes de transfert. Et voilà, c'est tout. Et il va rien se passer sur la blockchain de particulier, c'est juste que là, dans le cas des BRC20, c'est un registre qui permet de les lire, et il va falloir toutes les lire parce qu'il faut vérifier qu'il n'y en a pas une deuxième. Et c'est là on va parler d'efficacité avec le deuxième pilier de RGB. Oui, quand tu dis l'indexeur, ça veut dire que tu dois regarder toute la blockchain tu regardes toutes ces inscriptions, tous ces morceaux de texte pour voir un peu l'état de ces transactions. Quand on se pose la question de combien de bitcoins à cette adresse, eh bien, je ne peux répondre à cette question que si je lis toute la blockchain, que je vérifie toutes les transactions, que je filtre celle dans laquelle l'adresse intervient, et qu'ensuite je regarde ce qui rentre, ce qui sort, et que je vérifie qu'à tout moment elle est à solde positif, et qu'à la fin je calcule le solde final en faisant la somme et les ça soustractions. à chaque fois, à chaque état. Et donc là, pour chaque transfert RGB, ce qui va se passer, donc pour validation côté client, que ce soit BRC20, que ce soit RGB, des choses comme ça, quand on va recevoir les jetons, la chose, il va y avoir une transaction Bitcoin qui va être faite d'une manière ou d'une autre, pour nous dire où aller chercher un peu l'information, entre guillemets. On va lire que, en fait, oui, là, ça correspond bien à une transaction valide. J'avais déjà, par exemple, précalculé tous les soldes de tout le monde par le passé, et je vois bien que là, il a bien l'argent. Et donc, le lien avec tout ce qui est Zcapi, etc., est-ce que ça a une quelconque relation Alors, ça me fait penser à ça, de réussir à prouver quelque chose sans forcément divulguer toute l'information. Malheureusement, là, on va divulguer, dans le cas de la validation côté client, il va falloir divulguer la donnée pour pouvoir la vérifier, en tout cas divulguer tout l'historique qui correspond à la donnée. Donc dans le cas des BRC20, c'est littéralement sur la blockchain. Dans le cas des RGB, en fait, chaque personne va être responsable des données nécessaires à la validation et va simplement les envoyer directement en même temps qu'il va faire la transaction Bitcoin qui sera associée. Et après, ça va être lu. Et dans le cas des ZKP, en fait, ça peut être utilisé, on va dire les arguments succincts de connaissance, parce que c'est en fait ça, c'est les Starks ou les Snarks dont on parle. Eux, ils vont permettre de simplement accélérer cette validation en faisant un calcul plutôt coûteux pour produire ce qu'on appelle un témoin, encore une fois, mais c'est en cryptographie, mais quelque chose de la donnée qui, quand on le passe dans une fonction, permet de dire, qui va être très rapide à calculer, permet de dire, là, quand on prend cet état initial, qu'on applique cette fonction, on obtient ce résultat et t'as pas à le calculer, je viens de te le vérifier avec ma preuve de cryptographie qui marche. Ouais, le calcul, lui, aurait été extrêmement compliqué à faire, mais par contre, calculer la preuve, une fois c'est relativement simple. Non, calculer la preuve, c'est dur. Par contre, vérifier que cette preuve est correcte, donne bien que le résultat est valide, là, c'est très très rapide. C'est une taille logarithmique en la taille de la chose à vérifier. Et donc là, tu peux combiner ça avec ça un petit peu. Mais là où je voulais en venir avec RGB, c'est qu'en fait il y a un deuxième pilier qui est tout aussi important en termes, presque plus important encore en termes de puissance de ce paradigme, c'est ce qu'on appelle le sceau cryptographique à usage unique, qui en fait c'est l'objet, l'abstraction mathématique, on va dire, qui répond au problème de qu'est-ce que ça veut dire résister à la double dépense, qu'est-ce que ça veut dire vérifier la non-double dépense de quelque chose. Et alors ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, parce qu'il y a une phrase dans le papier blanc de Satoshi que je trouve est sous-cotée. C'est la phrase où il dit, pour confirmer l'absence d'une transaction, il faut vérifier, il faut être conscient de toutes les transactions. Et cette phrase, pour moi, résume la totalité de la chose. Le sceau cryptographique à usage unique, il sert à vérifier qu'il n'y aura pas de double dépense de ma transaction. Parce que un sceau cryptographique à usage unique, c'est simplement quelque chose qui peut être ce qu'on appelle fermé, c'est-à-dire on peut appliquer une opération dessus qui va produire une donnée et on fait en sorte qu'on ne puisse pas réappliquer cette opération une deuxième fois. Et donc dans le cas de Bitcoin, c'est très simple. Donc ça bloque la double dépense du coup. Ça bloque la double dépense. C'est la sortie de transaction, le sceau cryptographique à usage unique dans Bitcoin. Une sortie de transaction, je ne peux la dépenser qu'une seule fois et je peux ajouter un message au moment où je la dépense pour spécifier par exemple comment les coins vont être distribués suite à cette dépense, mais on peut ajouter d'autres choses également. On peut ajouter, dans le cas de BRC20, des inscriptions, mais on peut aussi mettre un hash de quelque chose, par exemple. Et une fois que la transaction a été confirmée, le sceau ne peut plus être refermé sur un autre message.
Ok, donc ça, par exemple, donc ça évite la double dépense sur des cryptos qui sont générés grâce à RGB. Par exemple, mais aussi les bitcoins, tout simplement. Par exemple, les bitcoins, je peux pas les double dépenser parce que les UTXO, les sorties de transactions, elles-mêmes sont des sceaux cryptographiques à usage unique. Donc c'est ça, du coup tu reprends la liste des UTXO, c'est-à-dire que tu dois connaître tous les UTXO, voilà. la liste de l'UTXO. Un instant T, un bloc T, ouais. Et puis après, lorsque je vois une transaction, je détruis ces UTXO. Et en fait, c'est une manière de dire, je détruis le sceau cryptographique, je le ferme. Ouais. Et simplement, c'est juste que dans le cas de Bitcoin, on va créer de nouveaux sceaux cryptographiques qui seront les sorties de transaction de la transaction qui dépensait le précédent sceau cryptographique. Et en fait, du coup, c'est comme j'ai dit, on peut attacher n'importe quoi au moment de la dépense d'une UTXO. Donc c'est lié beaucoup au concept du TXO. Enfin, c'est hyper important qu'il y ait ce concept de sceau cryptographique à usage unique et donc du TXO dans le cas de Bitcoin en fait. Ouais, ok. Et on sait qu'il n'y a pas d'autres transactions qui vont dépenser du TXO grâce à la preuve de travail, au fait qu'on a une chaîne de blocs, qu'on a la totalité des blocs, qu'on sait que ça nécessite beaucoup de travail de potentiellement faire un autre registre qui serait concurrent, qui serait en conflit. Et donc c'est ça qui fait que tu ne peux pas avoir deux transactions qui dépensent la même UTXO, et donc tu ne peux pas avoir deux messages différents ajoutés à cette transaction. Et donc simplement dans RGB, ce qu'on va faire, c'est que le message, ça va être le hash de la transaction qu'on veut faire dans notre environnement côté client, dont le Bitcoin ne sait rien. Tu retrouves cette arborescence des UTXO dans Bitcoin, tu le répliques en quelque sorte dans l'écosystème RGB. Tu l'utilises littéralement. C'est-à-dire que quand tu fais une transaction RGB, tu t'appuies sur ce set UTXO pour voilà, justement... je vais t'envoyer tout l'historique des transactions qui m'a permis de vérifier que moi j'avais les choses, et donc tu sais notamment toutes les transactions qui impliquent à un moment donné l'argent, une transaction qui implique à un moment la pièce que j'ai, l'objet du contrat que j'ai. Je t'envoie simplement de l'information, ces informations-là avec ce que je compte faire. Et du coup tu peux prendre tout l'historique de ces choses-là, et puis à chaque fois tu vas avoir référencé une UTXO dans chaque partie de mon historique, et tu vas pouvoir vérifier que dans l'UTXO, effectivement cette UTXO fait elle-même référence à la transaction en question. Et comment tu fais confiance du coup à la personne qui, dans la transaction, je te dis où regarder dans quel UTXO pour te guider sur la vérification de mon solde, mais comment je ne t'induis pas en erreur sur, en fait, je t'indique de regarder là, mais pas sur les 4 autres où j'avais déjà dépensé par exemple. C'est justement ça la force des choses, c'est que tu vas imposer qu'on te montre des UTXO dans lesquels les transactions ont été engagées, en tout cas poussées, ajoutées dans le message qu'est la transaction qui dépense l'UTXO. Pourquoi du coup l'utilisateur qui check, il check pas comme dans Bitcoin l'ensemble des UTXO Là, il va juste checker l'ensemble de toutes les transactions passées qui impliquent l'objet que je t'envoie. Ok, il filtre comme dans le cas de Bitcoin les UTXO qui sont liés à tacler. Alors, c'est pas des UTXO puisqu'elles ont été dépensées, puisque justement elles sont dépensées, donc ce ne sont plus des transactions, des sorties de transactions non dépensées. Tu regardes cet arbre. Il faut que tu re-regardes dans la blockchain. Tu vas effectivement piocher les transactions. Je vais référencer. Il va y avoir des références aux transactions qui ont été utilisées pour transférer les coins. Et en fait, moi, quand je te transfère les coins, j'indique dans quel UTXO je les transfère. Donc en fait, tu vas devoir m'envoyer un identifiant de ton UTXO qui va être en fait caché, via un petit peu d'un blinding factor, des choses comme ça. Et ensuite, toi, quand tu vas vouloir les dépenser, tu vas révéler que l'UTXO en question, c'était celle que tu possèdes. C'est bien fait parce que je te les ai envoyées auparavant. C'est fait exprès comme une adresse Bitcoin. Et ensuite, tu vas, toi aussi, dépenser la même UTXO et tu vas créer une transaction pour les personnes que tu veux payer avec ce que je t'ai envoyé. Et pareil, tu vas mettre le hash de la transaction, tu vas le cacher quelque part dans la transaction. Donc ça, c'est la solution d'implémentation pour tout ce qui est tokenisation, enfin création de tokens par exemple, et éventuellement insérer de la donnée ou bien du code, c'est-à-dire par exemple, comme tu disais, de l'EVM ou des choses comme ça, directement en se basant sur le protocole Bitcoin, sur le réseau Bitcoin comme sécurité ancrage, comme zone d'ancrage. Ça te plaît. Enfin, c'est efficace là c'est efficace parce que t'es contraint de dépenser certaines UTXO quand tu fais une transaction. Ça dépend de ce que tu as en fait, de ce que tu es en train d'envoyer aux gens. Et le fait que le protocole Bitcoin nativement fait cette vérification pour toi fait que toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de vérifier simplement l'existence des choses dans la chaîne. Avoir une chaîne synchronisée, donc tu as besoin de la sécurité de Bitcoin pour que tu fasses ça correctement, et ensuite de vérifier que toutes les transactions intermédiaires, elles sont correctes.
Et elles ont été faites dans les règles qui sont complètement arbitraires parce qu'elles n'existent pas dans Bitcoin. Nos Bitcoins ne comprennent rien. C'est un environnement différent. C'est ex nihilo. Hein, c'est le contrat. Ouais. Donc ça peut être une EVM, mais là dans RGB, ils veulent utiliser une autre VM qui s'appelle ALU-VM. Simplement, tu exécutes le programme dans cet environnement d'exécution. Et si ça renvoie à la fin la chose que tu veux, que les gens considèrent valide, et ben voilà. Mais tu te retrouves avec du Turing Complete sur Bitcoin. Tu peux éventuellement faire des programmes... c'est pas dans Bitcoin, mais du coup, tu peux faire des programmes Turing complets, complètement décentralisés, juste en utilisant Bitcoin pour s'assurer qu'il ne va pas y avoir des versions conflictuelles d'exécution de ce programme. C'est tout simplement. On en parle beaucoup de RGB. C'était relativement quand même complexe, même si tu as beaucoup simplifié, mais le sujet est complexe, donc si les gens veulent creuser de leur côté, mais au moins voilà, ça avance, il y a une solution extrêmement intéressante. Mais moi j'ai l'impression que depuis que je suis dans Bitcoin quasiment on parle de RGB comme la programmabilité sur Bitcoin, et ça arrive, on y est presque. Qu'en penses-tu avec toi du coup ton regard d'expert? Il y a l'idée et puis il y a l'exécution, et après l'exécution elle n'a pas été facile parce que l'idée elle-même a beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'il faut dire que Taproot permet beaucoup de choses qui n'étaient pas permises avant, et donc des choses ont été designées pour marcher sans Taproot, sauf que c'est extrêmement compliqué. Et donc en fait depuis qu'il y a eu Taproot et que ça a été activé, spécifié correctement, et là ils ont pu travailler sur comment l'adapter à Taproot, parce que manifestement c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Mais je pense aussi que voilà, conceptuellement c'est très compliqué. Il y a eu des choix qui ont été faits de travailler sous forme de fondation, ce qui fait que c'est plus difficile de se financer. Il y a eu l'exécution a été très difficile pour plein de raisons. Et du coup, effectivement, c'est vrai qu'on se dit, oui, ça fait des années qu'on en parle, et nous, on aime bien rigoler, on aime bien ironiser avec ça un petit peu aussi, en se disant, alors, ça y est, c'est la bonne ou pas. C'est comme le merge d'Ethereum, c'est repoussé, on sait jamais, quoi. Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain, parce que là, actuellement, on est à la version 0.10. Je peux clairement dire que la 0.10, elle a énormément progressé par rapport à ce qu'il y avait au départ sur RGB. Mais c'est très difficile parce qu'il y a un moment, il faut faire le grand saut de la foi quelque part, parce que il y a un moment, il faut dire ça c'est la version définitive, ça bougera plus. Et puis après, le lendemain, on a une nouvelle idée et on veut faire quelque chose. Donc c'est pas facile. Et puis ils ont fait le choix de rester un petit peu entre eux sur le développement volontairement. Ils voulaient éviter, la raison invoquée, c'était d'éviter qu'il y ait trop de scammers qui viennent s'intéresser au sujet avant que ce soit terminé. Ce qui peut se comprendre, mais en même temps, voilà, créer toutes les difficultés qu'il y a eu. Maintenant, voilà, en termes de travail, le fond est excellent. Enfin, le code est très propre, c'est codé en Rust, donc c'est très sûr. Donc pour toi, c'est très prometteur. Ça promet beaucoup de choses. C'est une question de quand. Vraiment, c'est une question de quand. Si ça va réussir. Et en fait, ce que montrent les BRC20 et tout ça, c'est que les gens commencent à comprendre que, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une programmabilité importante sur la chaîne. La chaîne, elle sert à faire ce qu'on appelle de la preuve de publication. Elle sert à montrer qu'on a publié une transaction qui dépense et qu'on ne va pas pouvoir en publier une autre parce que tout le monde le sait maintenant, ça a été confirmé dans un bloc. Et les gens commencent à comprendre qu'en fait, la programmation peut se faire côté client, et donc Taro quelque part va dans ce sens-là aussi. C'est exactement la même chose en fait, c'est juste que dans Taro ils ont ajouté certaines features et ils sont plus centrés sur les tokens, mais en fait RGB ce n'est pas que pour les tokens, c'est vraiment, ça peut être des ordinateurs qui veulent discuter entre eux, qui veulent programmer ensemble, mais dans un contexte adversarial. C'est-à-dire, il peut y avoir un des ordinateurs qui essaie d'agir de manière byzantine, qui essaie de tromper les autres, et ça, RGB permet quelque part de programmer sur plein de machines comme ça, alors qu'elles ne s'entendent pas entre elles forcément. Comment les développeurs, en quoi les gens développeront sur RGB? Du coup, ça sera en Rust ou ça sera Je pense que ce sera en Rust. En fait, il y a un langage qui s'appelle Contractum qui va permettre en fait de coder dans quelque chose qui est proche du Rust avec des langages typés forts, etc. Enfin, ça, c'est des questions techniques, et qui ensuite sera compilé de façon à être interprétable par la machine virtuelle à l'UVM. En fait, c'est exactement comme Solidity sur Ethereum. On ne code pas directement en binaire sur la machine EVM. On code en Solidity et on compile pour l'EVM. Et en fait, dans Bitcoin, on a longtemps utilisé que Script, et aujourd'hui, on est en train de recréer quelque chose qui s'appelle Miniscript, qui permet en fait d'être un sorte
manière de présenter le script Bitcoin de façon à ce que ce soit pas aussi rebutant que le script Bitcoin qui est quasiment du binaire, quoi. Et selon toi, c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas 20? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt compte tenu de tout le développement qu'il y a sur Ethereum, de tout l'écosystème qui existe, enfin l'intérêt, le nombre de développeurs, il y a beaucoup de gens qui disent mais en fait tu regardes la communauté de développeurs sur Ethereum, enfin c'est là où tout se passe par rapport à la DeFi, la programmabilité, etc. Est-ce que c'est pas un peu un travail universitaire, tu vois, un travail de recherche RGB, mais est-ce qu'il y aura vraiment une utilité, une finalité à terme? Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Moi, je pense que ça peut marcher parce que je pense qu'il y aura toujours quelqu'un pour essayer de créer un framework, un cadre de travail qui est compatible avec ce qui existait avant. Actuellement, ils n'ont pas fait ce choix-là. Mais la demande est forte et je pense qu'il y a une grosse demande d'avoir la sécurité de Bitcoin, mais en même temps toute cette capacité de programmation. Donc j'ai quand même bon espoir que ça va finir par être utilisé. Mais en fait, c'est comme tous les effets de mode, il faut une hype initiale, il faut quelque chose qui lance. Et pour l'instant, ça paraît un peu... pour l'instant, ça reste encore un petit peu trop fermé pour ça. Mais ça viendra. Enfin, voilà, je pense par exemple, il y a certaines choses qui déclenchent en fait, qui sont des événements, des éléments importants pour toute cette finance décentralisée qu'on aimerait aussi voir un peu sur Bitcoin quand même un peu. Mais après, tout le monde n'a pas la même vision des choses. Mais le stablecoin de RGB, il y en aura un, c'est sûr, parce que Bitfinex a financé un petit peu le projet, des choses comme ça. C'est le retour de l'USDT sur Bitcoin, quoi. Voilà, exactement le retour, parce que on se rappelle pas que c'était au départ sur Bitcoin, effectivement, mais que sur Omni c'est très limité en termes de programmation, justement parce que Omni n'a pas fait de validation côté client alors qu'ils auraient pu, hein, donc du coup on ne peut pas scale sur la programmation, parce que sinon on impose à tout le monde des choses trop compliquées. Mais le stablecoin, je pense que voilà, nous on est triste en tant que bitcoiner de devoir se dire qu'il faut passer par un stablecoin pour que les gens finissent par s'intéresser à ces choses-là. C'est une question parce que et je sais plus avec qui j'en discutais, je crois avec Gilles, mais est-ce que de voir arriver ces fonctionnalités, par exemple un stablecoin, on a vu l'impact que ça a eu sur les politiques, enfin la politique et les décisions de gouvernance sur Ethereum. En fait, tu as un poids financier. En gros, Tether avec son USDT, s'il décide de maintenant partir dans cette direction plutôt que l'autre, si tu as un hard fork très polémique, en fait, c'est Tether qui décide dans quelle direction on va, parce que la valeur qui est, elle, backée dans le monde réel, et sur une seule des deux chaînes. C'est un vrai problème. Ça peut poser la question de la capture réglementaire, effectivement, de Bitcoin derrière, parce que si les gens s'appuient massivement dessus, finalement, ils n'auront plus le choix, ils dépendent de ces choses-là. Donc, voilà, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est pas un cheval de Troie, tu vois, l'arrivée comme ça d'actifs extérieurs exogènes à Bitcoin sur le protocole qui fait que maintenant t'as inséré un verre dans le truc, quoi. Ça pourrait, mais en fait après faut pas oublier non plus que je pense que les monnaies avant d'être complètement étatisées, c'était des initiatives privées. Les gens ont besoin de registres en fait. Les gens ont besoin de retenir ce qu'ils se doivent. Et les meme coins, c'est clairement des meme coins, mais il peut y avoir, on peut très bien imaginer que les gens se disent voilà, en fait moi j'ai besoin, c'est un peu à la Fedimine, j'ai besoin d'un système bancaire aussi rudimentaire soit-il, et au niveau communautaire local. Voilà, au niveau communautaire local. Et ces choses-là le permettent, et c'est une bonne chose, mais ça permet aussi effectivement à des gros acteurs de venir avec leurs gros dollars stablecoin, etc. et d'essayer de faire une saisie sur le système. Moi, ce que j'espère, c'est le fait qu'on ne puisse pas voir dans une transaction Bitcoin qu'il y a une transaction RGB derrière. J'espère que cette capacité à RGB d'être discret sur la blockchain qu'il utilise, j'espère qu'elle restera courante. Okay. C'est-à-dire que la tendance ne sera pas d'avoir tout le monde utilise le stablecoin Tether, et puis Tether impose à tout le monde de passer par son interface, par son API, d'avoir une sorte de blind signature de sa part avant de pouvoir transférer le stablecoin à quelqu'un d'autre, par exemple. On pourrait imaginer un système comme ça pour prendre du contrôle, alors même que RGB, l'initiative de départ, c'était d'être le plus décentralisé possible, de rester le plus privé possible, mais finalement, ça dépend de comment le contrat est codé lui-même, et donc de l'usage qu'on en fait. Et moi, ce que j'espère juste, c'est qu'il restera un usage privé important,
parce que ça a plein d'avantages. Je pense notamment aux problématiques de MEV qui sont très frustrantes dans certains écosystèmes, qui sont liées au fait que tout est public. Et on parle là, la problématique que tu évoques sur les hard forks, c'est aussi lié au fait que tout est public. Donc, on va écouter un acteur public dire dans quelle direction il va et tout le monde va suivre. Donc, j'espère qu'il restera ce côté privé, ce côté initiative privée dans l'utilisation des RGB. Je pense qu'il y en aura toujours qui le font et ils essaieront de rester discrets. Voilà. Après, RGB, ce qui est bien, c'est que la couche programmation, elle peut être très travaillée. Il y aura du ZKP dessus, il y aura du bulletproof pour faire des transactions confidentielles. Donc ça permettra déjà de bien masquer les choses, mais il faut que les gens l'utilisent, il faut que les issuers, donc les personnes qui vont créer des contrats qui seront beaucoup utilisés, il faut qu'elles essaient de le faire en respectant la confidentialité des gens. Et donc c'est un choix de société, et à la fin on fait société. C'est un choix communautaire au sein des bitcoiners de partir dans une direction et d'accepter ou pas le fameux smart contract de Tether par exemple. Exactement, et je pense qu'il y en a qui seront tristes de voir ça, parce que je pense qu'on n'échappera pas à si jamais Circle nous fait un USDC dans très longtemps, un USDC sur Bitcoin, je le vois très très bien faire en sorte qu'il puisse freeze les fonds, donc demander une validation de sa part avant toute transaction avec quelqu'un d'autre pour la rendre valide. Je vois bien ce genre de choses arriver, et je serais le premier à trouver ça triste. Après, je pense que ça en vaut la chandelle d'avoir quand même ce système-là, parce qu'on peut faire beaucoup plus. Moi, j'ai un regard très technique sur les choses, et moi, je suis venu dans Bitcoin par la technique, vraiment, purement et simplement. On l'a compris, je crois. Voilà. Je suis venu parce que j'ai acheté une clé Ledger avant d'avoir des Bitcoins, et que c'est parce que j'avais une clé Ledger que j'ai commencé à en acheter et à voir que c'était pas ce que je croyais, évidemment. Mais ça, on a tous eu cet effet-là. Et je pense que techniquement, RGB est un protocole important pour l'informatique, pour l'Internet de la confiance, parce que ça n'a pas que des applications monétaires, c'est vraiment financière et sur l'identité décentralisée, par exemple. Donc, il faut que cette chose-là existe. Voilà. Après, t'es bullish RGB. Il faut que cette chose-là existe. Je veux dire par là que ce serait vraiment dommage qu'on s'arrête maintenant, alors qu'il y a eu tant d'années de travail sur ce sujet, qu'on a enfin quelque chose qui a l'air d'être enfin aux petits oignons, qui est pas trop difficile à programmer pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller au fond de comment marche le protocole, et en même temps fiable avec la sécurité de Bitcoin. Donc je pense qu'on a quand même tous les avantages qu'on voudrait avoir. Mais voilà, il faut y aller à un moment. Ça me fait penser aux craintes qu'on a aujourd'hui à propos de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vraiment d'imaginer le pire. Et il y a beaucoup aujourd'hui, tu écoutes les médias en fait, et c'est très facile intellectuellement de penser et d'imaginer le pire, en gros l'extinction, quoi, l'IA qui nous tue tous. Plutôt que d'imaginer les scénarios positifs, de comment elle pourrait être bénéfique à l'humanité, favoriser le développement de la civilisation humaine, etc. etc. Et ça demande un effort beaucoup plus poussé d'imaginer le futur où on utilise l'IA de manière positive. Je sais pas comment tu vois les choses, mais RGB, c'est un peu ça. C'est exactement pareil. Le worst case scénario, c'est que ça va tuer Bitcoin. C'est très simple en fait. Voilà. Par contre, à quoi ça va servir de manière positive ? Là, il faut se creuser les méninges et ça sort 30 secondes. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est très facile de raisonner de manière très globale en pensant... En ayant sa petite personne et puis en s'imaginant les dangers qui nous arrivent dessus, et du coup de se dire non, faut arrêter le train avant qu'il aille trop vite. Dans le cas de l'IA, je connais bien ce sujet parce que j'ai vu ça moi-même en thèse de doctorat, et c'est pareil, on se dit oh là là, c'est très négatif, oh là là, ChatGPT, oui, mais est-ce qu'on va pas tous devenir complètement bêtes avec ces choses-là, ou des choses... Mais enfin, au fond, finalement, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est toujours la même chose. C'est on a un outil, il a l'air très puissant, il est très intéressant, mais on voit aussi des dangers à l'utilisation de cet outil. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on ferait ? On va pas interdire l'outil. Enfin, il y a un moment, même un couteau, on l'utilise tous les jours. Pourtant, ça permet de tuer des gens. On va pas interdire les couteaux. On va pas empêcher RGB d'arriver. On va pas empêcher l'IA d'être utilisée, simplement parce que ça rend service. Et après, il y a toujours des gens qui s'imaginent des scénarios un peu catastrophiques, et il y aura toujours même des gens qui essaieront de faire en sorte qu'ils se réalisent. C'est un peu ce qu'on voit par exemple sur les stamps dans le cas de Bitcoin. Dans le cas de l'IA, on voit des gens travailler à essayer de faire une intelligence artificielle forte qui s'auto-renforce, etc. Mais faut rester raisonnable. C'est aussi la société qui engendre ces choses-là. Ça vient d'abord de la société, l'outil ensuite il est là, et la société fait des choses avec. Ce côté parano, justement, c'est pas une caractéristique des bitcoiners un peu maxi ?
Genre de toujours voir le verre à moitié, tu vois, d'être ultra conservateur dans l'approche, de toujours voir le pire. Enfin, tu vois, et c'est là, c'est pas une critique, hein, calmez-vous dans les commentaires, c'est vraiment d'être très parano. Et justement, de voir toujours le mal et de me prouver le contraire et du côté bénéfique. Et jusqu'à ce que tu me prouves pas qu'il y a vraiment un intérêt bénéfique pour le protocole, ben on n'avancera pas. On n'avancera pas, genre. Tu verras, ça va bien se passer et l'outil est cool, quoi. On sait pas encore comment on va l'utiliser, mais c'est cool, quoi. Je sais qu'il y a je connais des personnes qui sont pas forcément à fond pour RGB, qui aiment pas trop qu'il y ait plein de choses comme ça qui se collent à Bitcoin en plus, et je comprends parfaitement. C'est qu'en fait, ils disent que, enfin, il y a une limite en fait à la capacité de Bitcoin sur son traitement de transaction. Donc c'est un bien commun, et donc on peut penser à la fameuse tragédie des biens communs, c'est-à-dire que il ne peut n'y avoir que tant de transactions confirmées à la seconde dans le cas de Bitcoin, et même si on peut essayer d'augmenter ce nombre, ça se fera toujours à un prix. Moi, je veux que mon Bitcoin il puisse tourner sans problème pour les applications dont j'ai besoin. Et voilà, il y a des personnes qui n'auront pas les moyens peut-être financiers de continuer de faire des transactions sur Bitcoin dans un contexte où il commence à être utilisé par trop de monde. Et c'est compréhensible, c'est parfaitement compréhensible. C'est un sujet compliqué, et il n'y a pas... il n'y a pas de bonne réponse à ça, en fait. C'est complexe. C'est la société, elle a sa classe dominante, elle a sa classe dominée, et malheureusement, oui, quand la classe dominante commence à utiliser les outils de la classe dominée, il peut se passer des trucs, et ça peut faire des conflits, et c'est pas facile de s'accorder ensemble. Et voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Pas de solution parfaite qui sera à 100% parfaite pour tout le monde. Mais moi, c'est juste que je me dis que la possibilité technique qui est permise par RGB, elle est telle que ça en vaut le coup, mais c'est une opinion personnelle. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que ça va tuer Bitcoin, comme tu dis. Donc, mais faites des BRC20 aussi, autre opinion personnelle, du coup, qu'est-ce qui pourrait tuer Bitcoin? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir le soir, ça? Alors bon, moi, je suis plutôt rassuré sur Bitcoin. Je trouve quand même qu'il fonctionne plutôt bien. Mais éventuellement, des failles ou des choses qu'il faudrait vraiment améliorer dans les prochaines années, dont les gens parlent pas forcément assez, des trucs, il y a quand même une problématique à ce niveau-là. Ouais, en fait, je pense que il y a l'aspect général, et puis il y a l'aspect un peu plus centré sur de la technique. Sur l'aspect général, évidemment, la capture réglementaire qui peut être un vrai souci, hein. Donc la fameuse attaque à 51% de tous les États en même temps. Moi, j'y crois pas trop, tout simplement parce que il y a toujours l'intérêt d'un État dissident qui pourra dire non, mais moi en fait, je veux pas jouer avec vous, et moi aussi je vais miner, et moi aussi je vais attaquer. Une puissance de minage. Voilà. Ouais. Et à partir du moment où il y en a 3 qui font ça, c'est terminé, hein, le protocole il fonctionne, il n'y a plus aucun problème. Donc j'y crois pas trop à ce scénario, mais c'est disons la pire façon d'attaquer Bitcoin, parce que ce sera vraiment coûteux. Et puis nous, après, moi ce que j'aime bien dire, c'est que Bitcoin, c'est une sorte de machine à faire du consensus rapide. On fait du consensus rapide sur des transactions en 10 minutes sur l'état d'un registre, mais si jamais quelqu'un nous dit non, mais moi en fait je suis en train de remettre de faire des transformations sur le registre très compliquées en utilisant la preuve de travail et en changeant la chaîne la plus longue en permanence, à un moment on peut lui dire ok, bon là ça fait 3 mois que tu fais ça, maintenant arrête, on invalide ton bloc, et boum, on repart sur notre chaîne. Et oui, après il peut recommencer sur la nouvelle chaîne, parce qu'on va pas lui dire directement, en fait on va faire juste nos trucs dans notre coin, et puis un jour il va revenir sur la nouvelle chaîne, et puis on continue, etc. C'est juste que on va me dire ah oui, mais ça annule toutes les transactions, c'est quand même pénible. Ouais, c'est très très pénible, mais c'est que du consensus très lent maintenant. C'est tous les 3 mois il va falloir soft forker à chaque fois en invalidant un bloc. Bon, c'est vraiment très très agaçant. Donc c'est le pire qui puisse arriver, ce serait quelque chose de cet acabit là, de cette chose là, en termes techniques. Après, beaucoup plus court terme, en fait, ce que je pense est le plus stressant aujourd'hui, c'est que quand on utilise des protocoles de seconde couche, on a besoin de s'assurer de la confirmation des transactions qu'on utilise sur ces protocoles de seconde couche. Elles ont toutes des time locks. Donc dans le cas de Lightning, on a des blocages temporels, on a un certain temps pour réagir à une fraude éventuelle sur un canal Lightning ou des choses de ce type-là. Et donc on est obligé d'utiliser des frais adaptés pour pouvoir confirmer la transaction avant une certaine hauteur de bloc. Et là on raisonne en hauteur de bloc. Donc on est en train... Alors que quand on fait des transactions pour nous-mêmes de consolidation, qu'on veut interagir avec un contrat, faire... pour que les gens comprennent bien, parce que ça c'est un point super important sur Lightning, c'est dans cette ouverture de canal et cet accord qu'on
qu'on met en place entre nous, par exemple. On s'échange des pièces et bon, tu vas pas partir avec tout l'argent. En gros, quand tu vas divulguer ou en tout cas faire une transaction pour fermer le canal, moi j'ai le temps normalement de vérifier et de voir si tu triches et si tu essaies de me voler mes fonds et de faire une autre transaction qui bypass cette transaction-là pour éviter, enfin te couper l'herbe sous le pied éventuellement. Exactement. Et il y a une attaque sur Lightning qui fait que si moi j'ai pas le temps de faire cette transaction pour te contrer, par exemple si toi tu as fait une congestion du réseau en même temps ou si tu as fait des frais de transaction extrêmement élevés, en fait là tu vole l'argent du canal sans que moi j'ai pu rien faire. Et en fait, c'est quelque chose de relativement problématique aujourd'hui sur Lightning. C'est même pire que ça. Si simplement la transaction de fermeture est confirmée, mais qu'elle ne s'est très très mal diffusée dans le réseau, de façon à ce qu'en fait tu n'aies même pas vu qu'elle existe, eh bien là tu es embêté. En fait, toute la sécurité de Bitcoin, c'est que Bitcoin est censé te donner. On est tous censés avoir la même vision du réseau. C'est-à-dire on est de l'état des transactions. Voilà, on est censé avoir la même vision du registre. Et toutes les attaques dont il faut parler sur Bitcoin, ce sont les attaques où on va t'isoler, en fait, les personnes à qui tu te connectes pour essayer de récupérer justement le dernier état du réseau, eh bien, elles vont être des adversaires qui vont essayer de te masquer le fait que le réseau, il a avancé, ou alors qu'il a avancé dans cette direction, et du coup, ils vont miner des blocs de leur côté. Donc c'est surtout ça, hein, quand on parle finalement de l'attaque à 51%, c'est une attaque sur le consensus, mais elle peut être rectifiée par le consensus social qui est beaucoup plus lent mais qui marche quand même. Le cas de l'attaque Eclipse, c'est-à-dire l'attaque où on masque en fait le réseau, on te bouche la vue du réseau, là c'est souvent celle-là qui en pratique est beaucoup plus importante à prendre en compte. Et donc là, en l'occurrence, il y a effectivement des frais qui sont très élevés. Potentiellement, ton nœud va dire « Moi, je ne veux pas accepter des transactions avec des frais aussi peu élevés pour des raisons de déni de service. Si tu acceptais plus bas, on pourrait te faire une attaque à déni de service sur ton nœud. Et donc, du coup, tu ne vois pas passer une transaction de fermeture, par exemple, ou tu ne la vois pas être confirmée, ou des choses comme ça. Et c'est ça qui peut être compliqué. Mais là, dans le cas des blocs, en général, quand tu as des blocs, on peut plutôt faire confiance au fait que c'est très difficile de miner un bloc Bitcoin factice. Donc, à moins que ton nœud il ait pas vu de bloc depuis 3 heures, alors que manifestement, même Pool.space, il en a vu quelques-uns, normalement, tu devrais te rendre compte qu'il y a eu une fermeture de canal en lisant directement le contenu d'un bloc. Et en fait, le problème, c'est surtout que cette transaction elle-même doit être confirmée assez tôt, elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a toi, si ta transaction de réaction à la fermeture du canal, elle doit se faire dans les temps aussi. Et les transactions pour récupérer des fonds qui sont bloqués dans des paiements qui étaient en transit au moment où le canal s'est fermé, pareil, il faut que tu réagisses à temps pour récupérer les fonds s'ils sont à toi. Et le problème, c'est que si tu réagis pas à temps, à un moment, c'est un time lock de l'adversaire qui va expirer et du coup, il va pouvoir récupérer les fonds alors que toi, légitimement, tu essayais de récupérer les tiens. Et donc en fait, cette gestion de la mempool, donc toute la partie des transactions non confirmées, c'est un problème très compliqué en fait pour les protocoles de seconde couche. Donc ce qui est certainement le plus stressant, c'est de se dire, moi j'ai surtout peur qu'un de mes canaux Lightning se ferme de manière forcée, alors que les frais sont très élevés parce que je vais devoir payer très cher. En l'occurrence, là, ces dernières semaines. Et en l'occurrence, c'est peut-être ça qui fait le plus peur. Et en plus, tu prédéfinis ces frais normalement dans l'ouverture du canal, oui. Tu prédéfinis en plus. Et tout à fait. Et c'est là le deuxième problème, c'est qu'en fait, la manière qu'on a de relayer les transactions fait que normalement, si ta transaction n'a pas assez de frais, elle ne va tout simplement pas être relayée dans le réseau. C'est-à-dire qu'actuellement, le réseau est très congestionné. On est certainement à quelque chose comme 500 Satoshi par virtual bytes actuellement. Donc en gros, ça fait $10 quoi. Donc ça fait une vingtaine, presque une vingtaine même de dollars de la transaction actuellement. Et en fait, les nœuds peuvent pas sauvegarder toutes les transactions non confirmées parce qu'ils ne savent pas si elles vont se réaliser. Et s'ils sauvegardaient tout, il y a un moment où on pourrait juste complètement faire saturer leur mémoire. Donc ils limitent la taille. Et donc pour limiter la taille, ils vont prendre les transactions qui payent le plus de frais et ils vont les garder. Et puis ils vont virer toutes les autres. Ils vont purger les autres transactions. C'est-à-dire ils les ont vu passer, ils ont validé, elles sont valides. Il n'y a pas de problème avec ça, mais ils vont les purger simplement pour avoir de la mémoire disponible toujours, pour de nouvelles transactions potentielles, pour la validation, etc. C'est problématique si toi tu es dans ce groupe de transactions et si t'attendais à... Si la transaction de fermeture du canal a été... En liste d'attente là-dedans. Elle est en liste d'attente là-dedans. Elle n'a pas encore été publiée, personne n'a décidé de la publier, mais elle a 10 Satoshi par byte par défaut. En l'occurrence, c'est souvent le cas actuellement dans Lightning. Et bien du coup, potentiellement, si je cherche à la diffuser, eh bien tous mes pairs vont me dire, non, moi je ne prends les transactions qu'à partir de 15 Satoshi par byte, parce que sinon je m'en sors pas. Et du coup, là, on commence à avoir un problème parce qu'on va pas pouvoir faire arriver notre transaction au mineur
attends, et potentiellement on va devoir payer extrêmement cher pour pouvoir faire passer cette transaction. Et comment on va faire ça? En fait, on va utiliser une des sorties de cette transaction. C'est dans le réseau Lightning aujourd'hui, on a des sorties supplémentaires dans la transaction de fermeture de canal qui peuvent être utilisées, on appelle les anchor output, les sorties encre, qui peuvent être utilisées unilatéralement sans aucun problème, qui sont toutes petites, c'est genre 330 satoshi, qui peuvent être utilisées pour payer les frais de cette transaction de fermeture de canal. Mais il faut que les nœuds puissent reconnaître ces deux transactions à la suite. Il faudrait que les nœuds Bitcoin ils disent en fait, moi j'accepte des transactions que si elles payent tant de frais, mais si elles ont des descendants qui payent leurs frais pour eux aussi. Et il faut avoir cette notion de descendants et d'ancêtres de transactions tant qu'elles ne sont pas confirmées. Et notamment, il faut considérer les choses par paquet. Et donc actuellement, il y a un gros travail qui est fait par les développeurs de Bitcoin Core sur ce qu'on appelle le package relay, c'est-à-dire relayer les transactions en paquets. Et là, en l'occurrence, l'idée serait de dire, plutôt que de relayer uniquement ma transaction de fermeture de canal Lightning, je vais relayer cette transaction empaquetée avec aussi une autre transaction qui dépense la sortie que je peux dépenser de cette transaction et qui va payer énormément de frais pour pouvoir faire en sorte de dire les deux transactions là il faut les considérer comme telles et il faut qu'elles arrivent au mineur, il faut que le mineur les mine toutes les deux. Le mineur il a aucun problème à considérer les choses par paquet, mais c'est les nœuds qui peuvent avoir ce problème là. Et donc il y a tout un travail aujourd'hui sur comment faire ce qu'on appelle du package relais. Okay. Et donc, parce que c'est une grosse faille. Et là, ces dernières semaines, ces derniers jours, avec les frais extrêmement élevés, la congestion du réseau, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de tentative comme ça en soi, de dérober certains canaux. C'est juste que ça bloque un peu les choses. L'expérience utilisateur est pas terrible. Et puis bon, c'est surtout que de toute façon, il y aura beaucoup de frais aussi derrière. En fait, c'est compliqué de savoir. Je crois pas il y a vraiment très très peu de fermetures, on va dire illicites, avec des transactions qui n'étaient pas les dernières et qui ont été punies par la contrepartie. C'est déjà difficile d'en trouver, mais alors en plus les transactions qui seraient dans ce cas-là invalides, en fait tu pourras pas trouver d'exemples de transactions où tu vois que c'est pas le dernier état qui a été publié et que la personne a été attaquée et qu'elle n'a pas pu demander justice entre guillemets. Tu peux pas, puisque simplement il faudrait un exemple en fait. Et après la personne dit oui, je me suis fait attaquer, mais comment on sait que c'est vrai ce qu'elle dit? Parce que finalement c'est ça le problème, c'est que le Lightning c'est un consensus local entre deux personnes, donc on ne peut que voir ce qu'il y a à la fin. C'est la seule chose dont les mutualistes regardent. Il n'y a pas question bête, mais il n'y a pas ce problème sur RGB. Je vois pas le lien. Enfin, par exemple, ce genre de publication de transactions un peu a posteriori, tu l'as pas du tout sur RGB. Tu l'as pas du tout sur RGB parce qu'RGB il est on-chain, mais si tu commences à utiliser Lightning pour faire du transfert d'actifs sur RGB, voilà, parce qu'en fait, si on reprend mon concept de single use seal, de saut cryptographique à usage unique, je peux très bien considérer que l'UTXO c'est l'UTXO d'un canal Lightning, du coup je peux commencer à échanger des actifs de RGB sur Lightning directement avec ma contrepartie. Et après, il peut essayer de router les paiements exactement comme on le fait sur Lightning. Et là, dans ce cas-là, tu vas te retrouver avec ce problème-là, mais c'est pas spécifique à RGB en fait. Si tu restes sur la L1, il n'y a pas ce problème. C'est si tu passes du coup par Lightning. C'est la scalabilité par L2, c'est-à-dire quand on fait du réseau de paiement, le timing compte énormément en fait. Okay. On en parlait justement avec Taj qu'on avait reçu à Surfing Bitcoin l'année dernière du Lightning, et lui, il était quand même relativement sceptique, c'est peut-être un mot fort. En tout cas, il attendait de voir le développement du Lightning dans ces prochaines années et curieux de voir comment ça allait se développer, mais très réaliste sur les capacités en fait de la technologie et à clairement dire que c'était pas la seule et unique solution de mise à échelle comme la plupart des bitcoiners semblent. Enfin, il y a beaucoup. Enfin, moi au départ, tu vois, j'étais beaucoup. Quand on me balançait l'argument Bitcoin does not scale, s'il y a le Lightning. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et même aujourd'hui, avec le Lightning, en gros, ça pourrait pas en faire un système de paiement international, quoi. Ça resterait quand même compliqué. Donc c'est toujours pareil. Tu as une solution qui est vraiment efficace par rapport à ce qu'on avait avant quand même. Faut quand même se dire waouh, c'est fort quoi. Je veux dire, je peux vraiment, je pense pour les gens qui sont sceptiques, mais je peux vraiment récupérer 4 satoshi sur Thunder Game
alors qu'actuellement il faut payer 20 balles de frais par transaction Bitcoin on-chain. Je peux vraiment le faire, c'est pas une légende, ça marche, il n'y a aucun problème. Donc il faut quand même se dire, oh là là, c'est puissant ce qu'on a. C'est pas la solution. 4 Satoshi. 4 Satoshi, ça ne rentre même pas dans une UTXO, et là je peux le faire alors que les frais sont à 500 Satoshi pour rentrer dans le premier bloc, quoi. Et ça en littéralement moins de 2 secondes, quoi. Parce que, bon, après, moi, j'ai de la liquidité sur mes nœuds, Thunder Game aussi. Mais voilà, les canaux existants, ils sont utilisables même lorsque les frais sont élevés. Ça marche quand même en partie. Ça apporte une bonne partie de la solution. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est pas la solution et c'est pas la solution définitive, surtout pas. Taj, dans son papier sur le Lightning Network, a évoqué que si on voulait que tout le monde ait un canal Lightning, il faudrait quand même faire au moins une transaction par personne, et comme on est à peu près 8 milliards d'humains, ça fait quand même un paquet de transactions à faire, et Bitcoin ne peut faire que tant de transactions par seconde, encore une fois, c'est toujours pareil. Je trouve ça un peu idiot, parce qu'au final, moi je vois bien la situation où les gens achèteront directement du Bitcoin sur Lightning, quoi. C'est-à-dire, mais en fait, ils ne le possèdent pas s'ils n'ont pas d'UTXO, parce en fait, si tu veux, moi je vois le système d'UTXO, je vois vraiment ça comme des mini comptes bancaires à usage unique, pour ça que sauf cryptographique à usage unique, mais c'est comme s'il fallait qu'ils ouvrent un compte bancaire quand même pour pouvoir posséder leur coin. Donc il faut quand même qu'il y ait une UTXO. Si moi j'ouvre un wallet Lightning et maintenant je t'achète là en cash des bitcoins sur Lightning, maintenant c'est sur mon wallet Lightning. Pour toi, je les possède pas vraiment ? Ça dépend. Si tu utilises des choses comme Wallet of Satoshi ou des choses de ce type-là, c'est des solutions custodial. Donc évidemment, tu ne les possèdes pas vraiment. Ouais, sinon tu dois ouvrir quand même, tu dois ouvrir le canal. Voilà. Donc si tu utilises Phoenix, qui est si vous devez tester un wallet Lightning vraiment non custodial et que vous assumez les conséquences de prendre du non custodial, parce que les frais sont élevés actuellement, c'est Phoenix A5, de A5 qui est clairement c'est le NEC plus ultra, clairement le plus abouti des wallets mobiles aujourd'hui, donc il faut utiliser ça. Et ce qui va se passer, c'est que Phoenix, en fait, il va jouer le rôle d'opérateur de liquidité, il va ouvrir un canal Lightning vers toi et il va le charger déjà du paiement que je t'ai fait. Donc tu vas pouvoir l'utiliser tout de suite, effectivement, mais tant que la transaction n'est pas confirmée, tu es en légère confiance avec eux. Ils peuvent double dépenser la transaction d'ouverture du canal. Et dans ce cas-là, tu n'as rien. Donc c'est custodial, c'est custodial le temps que la transaction d'ouverture du canal Lightning soit confirmée. Ils te l'avancent, c'est-à-dire qu'il y a une certaine... Exactement. Tu as une petite confiance à ce moment-là. Eux, ils ont rien avancé du tout en soi. Ils ont reçu l'argent et ils se contentent d'ouvrir un canal Lightning vers toi pour que tu l'aies vraiment. Mais le temps que ça confirme, eh bien, tu ne l'as pas vraiment. Et les frais, en fait, eux... Moi, ça fait très longtemps du coup que je l'ai ouvert et c'était pas cher du tout, mais j'avais payé je sais plus combien de Satoshi. C'était quelque chose peut-être de l'ordre de 10 000, même un peu moins. Ouais, c'est ça. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, du coup, c'est resté la même chose ou eux s'adaptent? Non, ils ont été obligés de s'adapter. Ils ont été obligés de s'adapter. Après, ils essaient de pas le faire tous les 4 matins quand même, mais là ils ont été obligés quand même parce que sinon c'est eux qui payent en fait les frais pour les utilisateurs. Trop cher. En fait, normalement ils soustraient les frais de minage de ce que tu as reçu. C'est pour ça que le premier paiement sur Phoenix doit quand même être important. Et c'est ça qui fait que je recommande Phoenix, mais je peux pas faire une démo comme ça, quoi, à moins d'envoyer à quelqu'un 100 balles. Surtout en ce moment. Voilà, et surtout en ce moment, encore moins en ce moment. Donc ça reste un sujet compliqué. Et c'est ce qu'avait évoqué Taj dans son article, et qui est un vrai sujet, c'est clairement un vrai sujet. Mais il y a et en fait je pense aussi que dans le Lightning Network, ce qui est assez peu évoqué, qui peut être problématique, c'est ce qu'on appelle le gossip. Donc c'est le réseau de diffusion de l'existence de canaux Lightning publics. C'est-à-dire, pour utiliser le canal Lightning de quelqu'un pour faire le routage d'un paiement, il faut que je sache qu'il existe et il faut que j'ai une preuve qu'il existe. Et donc, en fait, les personnes qui ont ce canal public doivent se doxer quelque part. Ils vont signer un message en disant « on a cette UTXO, on la possède, la preuve, on a les clés publiques et on a les signatures. » Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser notre canal avec ces frais-là en particulier. Et pareil, on signe les frais et les gens peuvent l'utiliser publiquement. Et il faut diffuser ce message. Cette diffusion actuellement elle se fait de manière très le message est authentifié, donc c'est pas n'importe qui l'a écrit, c'est pas n'importe quel spammer, donc on peut le diffuser dans le réseau. Mais on peut très bien imaginer des attaques de spam où une personne va changer énormément de fois ses frais, mais comme on peut identifier par la clé publique et la signature la personne, on peut limiter le nombre de fois qu'on va relayer effectivement ces messages. Mais encore une fois, c'est du spamming de gossip, quoi. On pourrait essayer de spammer le gossip et là ça brouillerait les pistes, plus personne sait par quel canal. Ça fait que tu n'arrives plus à suivre
quels sont les canaux existants, quels frais ils ont, et donc du coup, qu'est-ce que je peux utiliser. C'est problématique. C'est une vraie attaque. C'est une vraie attaque. Voilà, ça peut être potentiellement, voilà, c'est risqué. Donc là, pour le coup, tu vois, on parle du réalisme technique. D'un point de vue complètement technique, il faut être réaliste. Cette solution-là, c'est une solution une première solution, mais il y a encore des trucs à améliorer. S'il y a un acteur mauvais qui a de l'argent, qui est prêt à mettre de l'argent dans des canaux Lightning et d'en créer plein de factices avec des petits nœuds pour ensuite changer les frais en permanence, il peut attaquer le réseau avec une attaque ciblée. Oui, donc c'est pour ça que la plupart des experts recommandent et répètent souvent garder sur Lightning vraiment que ce que vous garderiez dans votre porte-monnaie, pièce monnaie. Cette attaque-là ne va pas provoquer de problème sur tes fonds. Tes fonds, ils sont toujours safe. Tu as du mal à les transférer. C'est juste que tu ne vas plus pouvoir faire de paiement. Tu congestionnes le réseau de paiement. Par contre, tes fonds, ils sont alors que l'attaque précédente par rapport à la fermeture du canal, celui-là, on peut voler tes fonds. On peut voler des fonds dans ce cas-là. Donc là, c'est différent. Et donc ça, c'est une autre attaque qui est réaliste. Et après, J'en ai 16 autres. Alors non, mais il y a des solutions à tous les problèmes. C'est juste qu'il faut travailler. Et pour l'instant, c'est déjà en étude. Enfin, il y a déjà des choses et des réflexions. Une des solutions envisagées, c'est ce qu'on appelle l'ent-routing, par exemple, où tu vas essayer de commencer à discuter avec les personnes avec qui tu as des canaux et tu veux dire bon, moi je veux payer telle personne, et puis tu vas essayer, il va lui-même diffuser un message à ses autres canaux pour dire il y a machin, il cherche un paiement de temps à te faire, machin, etc. au fur et à mesure jusqu'à ce que ça arrive à la personne qui doit payer, et là boum, il conclut le paiement d'un coup d'un seul. Donc par exemple là, donc le ent-routing, c'est tu n'interroges le réseau sur l'existence de canaux que s'il y a besoin, et chacun va dire au suivant quels sont les voisins potentiels pour ce paiement. Et mais ça reste un sujet, voilà, je présente ça comme si c'était facile, c'est pas facile. C'est une vraie problématique. C'est très très difficile. Voilà, après, une autre attaque, les développeurs Lightning ont beaucoup, je travaille énormément ce qu'on appelle le channel jamming, c'est je fais des paiements, et puis je bloque de la liquidité dans les paiements, je ne les conclus pas. En fait, je fais un paiement à moi-même et je ne le conclus pas. Et je fais ça passer ça par plein de canaux Lightning, et puis du coup, la liquidité est bloquée, c'est-à-dire pendant que le paiement est en transit, l'argent du paiement est retiré du solde des deux personnes. Donc personne n'a vraiment cet argent tant que c'est pas terminé le paiement quelque part. Et donc je peux vider comme ça les canaux des gens temporairement. Et donc je peux bloquer complètement, faire un bouchon, c'est pour ça channel jamming. Je peux faire un bouchon dans le réseau Lightning qui fait que les paiements ils passent absolument pas par ce chemin, parce que la personne elle a mis toute sa liquidité dans des paiements qui s'avèrent être factices. Mais elle n'en sait rien, puisqu'elle se contente d'accepter. Ok, donc ça sort pas de nulle part. Genre toutes ces critiques par rapport à éventuellement la faiblesse de Lightning et est-ce qu'on va vraiment trouver des solutions à tous ces problèmes. Enfin, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a une vraie question. C'est pas si simple. Aujourd'hui, il faut quand même le répéter. On n'a pas trouvé la martingale de OK, c'est la solution de scaling et ça va être le nouveau Visa je dirais pas ça comme ça. Des 10 prochaines années. Quoi. Je dirais que on est sur la bonne voie de la solution. Et on a des preuves de concept très très bien testées qui montrent que ça fonctionne, quoi. Mais c'est qu'il y a encore du travail, il y a encore des choses à régler, il y a encore des attaques qui sont trop évidentes, on va dire, parce que bon, on pourra dire ce qu'on veut, il y a toujours un moment, les protocoles, ils deviennent plus difficiles à attaquer. Je dirais, Bitcoin, aujourd'hui, on pourrait bien trouver des attaques. Il y a bien eu un bug d'inflation qui avait été découvert post-2018, je crois, ou des choses de ce type-là. Et pourtant, c'était pas la fin, parce que c'était trop compliqué à faire comme attaque. Là, il y a des attaques qui semblent encore un peu trop simples. Et il faut travailler dessus. Donc, il y a du boulot, il y a du travail. Et bon, il y a des réflexions qui sont en cours sur le channel jamming. Il y a des systèmes de réputation potentiellement qui seraient mis en place, ou des choses de ce type-là, pour essayer de travailler à éviter des attaques de blocage de liquidité qui rendent simplement le réseau inutilisable. Ça fait pas de problème sur les fonds, mais ça le rend inutilisable. Donc si on la maintient, ça perd un peu de son intérêt. Ça perd on peut quand même la maintenir et que ça poserait problème. Mais voilà, il y a des espoirs aussi, parce que on a parlé du fait que tout le monde ne pourra pas faire une transaction Bitcoin d'ici au moins 30 ans. On n'aura pas les 8 milliards de transactions qu'il faut pour ouvrir un canal Lightning par personne. Et encore, un canal, c'est pas suffisant. T'es très dépendant de ta contrepartie si tu n'ouvres qu'un seul canal. Donc déjà, c'est vraiment pas si simple. Donc en plus, déjà, ça dépend de comment tu les ouvres. Mais il y a des solutions pour faire en sorte de faire plus que 2 personnes par canal Lightning, potentiellement. Et ces solutions-là, elles sont pas envisageables aujourd'hui en l'état. Il faudrait encore une soft fork qui s'appelle notamment L2, enfin Any Prevout,
pour permettre d'avoir ce qu'on appelle des channels multiparties, c'est-à-dire des canaux où il y a plus que 2 personnes dans le canal Lightning. Et donc là, du coup, il n'y a plus besoin d'une transaction pour 2 personnes, mais ça peut être potentiellement une transaction pour une dizaine de personnes. Okay. Quoi. Et donc tu pourrais avoir des personnes qui proposent à des communautés de donner des clés publiques pour, comme ça, créer des comptes partagés très larges qui sont communicants via ces intermédiaires qui ont ouvert ces pools de paiement avec plusieurs communautés et qui pourront servir pour faire des transferts d'argent sans avoir à faire une transaction par canal Lightning. Et du coup, après, tu crées des canaux Lightning au sein de ces choses-là, si tu veux. Enfin, bon, après, il y a toute une question de... encore une fois, c'est théorique, c'est facile à dire. Et ça évolue. Ouais. Il y aurait plein de façons de le faire mal, en l'occurrence, donc il faut bien réfléchir avant de proposer ça. Il n'y a pas la soft fork qu'il faut pour l'instant, donc c'est un concept qui est sur la table, mais qui reste sur la table et que pour l'instant, on aura du temps dans les cartons Bitcoin. Plutôt. C'est pas encore vraiment sur la table, c'est plutôt dans les cartons. Mais voilà, il y a une voie. Je pense, moi, c'est vraiment ce qui m'avait attiré aussi dans Bitcoin, c'est de se dire, il y a une direction quand même dans laquelle ça va, où ça paraît raisonnable, ça paraît pas complètement délirant, ça paraît réaliste pour réaliser une mission qui est de donner un système bancaire à tout le monde. Et il y a une voie qui semble quand même se dessiner techniquement. Il y a un chemin technique qui me paraît cohérent. Donc il y a des défis à relever, mais on sait où aller. On sait que partager les outils EXO avec plein de gens, ça va permettre à Bitcoin de scale parce que les gens vont pouvoir faire les transactions entre eux sans avoir à informer tout le monde de ça et en même temps, ils n'auront pas besoin de créer un compte bancaire auprès de tout le monde littéralement via ce système de Est-ce que tu vois les mêmes parallèles avec l'évolution d'Internet, genre dans les années 80-90, la plupart des experts disaient mais ça, on n'y arrivera jamais. Enfin les gars, c'est pas une solution technique qui scale. Enfin il n'y a pas de mise à échelle. On pourra jamais avoir un ordinateur chez soi, regarder Netflix et regarder et télécharger des fichiers de 8 gigas dans tous les foyers américains en même temps à la même. Enfin, c'est impossible. Impossible. Je vois un peu ça comme ça. Oui, moi aussi. C'est-à-dire que je pense que les gens se disent non mais c'est trop compliqué, les gens peuvent pas utiliser ça, non mais ça peut pas scale, etc., etc. Mais en fait, les gens, il y aura sûrement des manières d'intégrer Bitcoin de façon à ce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils l'utilisent. Moi, dans ce genre-là, ce que j'aime beaucoup, c'est les compagnies de minage qui disent oui, on fait du minage sur gaz torché ou on fait du minage on fait du calcul sur gaz torché et du calcul pour le chauffage individuel. C'est des centres de calcul. Voilà, en fait c'est du minage de Bitcoin, mais on va pas le dire parce que... Le fameux World Economic Forum de Chryso. C'est très très drôle, mais et donc ça c'est au minage, et on aura la même chose pour potentiellement le système bancaire. Un jour peut-être qu'on aura un genre d'équivalent du fournisseur d'accès Internet, mais pour Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a un modèle qui se dessine quand même avec Lightning qui malheureusement a des problématiques de liquidité, donc il y aura des acteurs qui ont plus de liquidité que d'autres, donc il y aura quand même des effets centralisants sur Lightning. Après, ça veut pas dire que c'est centralisant sur la possession de fonds. Mais un peu plus centralisé que la L1. Et voilà, c'est des compromis à faire. C'est des compromis à faire, mais il y aura peut-être, il y aura peut-être des gens qui diront, moi, je suis fournisseur d'accès Lightning quelque part, et tu peux poser ta box qui c'est en fait ton nœud Lightning, littéralement, au-dessus de ta box Internet, et puis ça te crée un système bancaire. C'est une sorte de nouvelle banque. C'est vraiment be your own bank. Mais voilà, il y a quand même, ça veut pas dire qu'on fait pas confiance à quelqu'un dans l'histoire, c'est juste qu'on sait exactement là où on fait confiance. Ouais. Après, ça n'empêche pas que il y a eu d'autres choses sur lesquelles Internet s'est moins bien passé. Sur les mails, par exemple, l'ambition du mail au départ, c'était que tout le monde ait son serveur mail et puis on puisse envoyer des mails directement aux gens. Et puis aujourd'hui, on voit ce que c'est. Tout le monde utilise Gmail. Même moi, je vais pas jeter la pierre. Et bon, voilà, c'est centralisé aujourd'hui. Et on sait par exemple que si tu utilises si tu self-hostes ton mail aujourd'hui, tu vas avoir du mal à l'envoyer, en fait, simplement parce que tous les serveurs mail, ils vont blacklister en fait ton IP parce qu'ils disent non, mais moi je la reconnais pas, c'est pas une IP de quelqu'un que je connais qui fait du mail. Donc en fait, et donc ça devient un peu oligopole, quoi. Donc même Internet n'a pas complètement réussi non plus, donc il y aura des aspects où ça va marcher, d'autres ça va pas marcher. Je ne saurais pas dire à l'avance où exactement on va avoir de la décentralisation et où on en aura peut-être plus, mais voilà, on va se battre pour en avoir le plus possible. Je pense que les Bitcoin Maxi, ils ont un petit peu cette vision là de se dire nous ce qu'on veut c'est quand même vraiment la décentralisation le plus partout.
Et voilà, on se bat pour essayer de conserver ça. On espère qu'avec Bitcoin, il y aura les éléments qu'il faut pour pouvoir permettre aux gens d'en arriver au point de vraiment être souverains sur leurs données, leurs droits. Et voilà, et c'est un bel objectif, je pense. Et la direction est là. Techniquement, il y a un chemin qui me paraît assez clair pour essayer d'arriver à un objectif où les gens retrouvent un petit peu de souveraineté sur leurs droits numériques, que ce soit de la monnaie, que ce soit leur identité, que ce soit d'autres comptes, quoi. Très belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup Théo. Franchement, c'était un plaisir. Moi, j'avais encore plein de questions, mais je m'en doutais que celle-ci allait jamais. J'espère que vous êtes toujours là. À très bientôt. Franchement, c'est la première d'une longue série, je pense. À très bientôt. Merci pour l'invitation. À bientôt. Ciao.